La magie, ça a toujours été vu comme un symbole d'enchantement et de fantastique. Et si, en réalité, ce n'était qu'un piège qui transforme les rêves en cauchemars. Bienvenue dans le monde de Puella Magi Madoka Magica, l'anime qui a brisé tous les codes des Magical Girls pour mieux les réinventer. Des costumes étincelants, des spectres magiques ou encore des héroïnes fantastiques, jusque-là c'était grossièrement ça le genre Magical Girl. Mais en 2011, un petit animé de 12 épisodes est venu changer les règles du jeu. Présenté d'abord comme une simple histoire mignonne, il a rapidement dévoilé une face cachée bien plus sombre. La série a brisé l'innocence du genre Magical Girl, provoquant un choc intense au sein de la Japanimation qui résonne encore aujourd'hui. Mais alors comment Madoka Magica a pu réaliser un tel exploit? Et bah c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors par contre juste avant qu'on commence, je me permets une petite pause histoire de boire un coup. Au passage, j'en profite, si vous cherchez une boisson qui change de d'habitude, l'idéal c'est Oli, et ça tombe bien parce que je suis en partenariat avec eux pour cette vidéo. Oli, c'est une marque d'ice tea et de boissons énergisantes qui se veut être une alternative au soda classique. Au lieu d'acheter des canettes, vous avez des petits sachets que vous venez directement mélanger avec de l'eau dans des shakers ou des gourdes. Et forcément, ça a plusieurs avantages. Déjà, c'est plus écologique puisque un seul pot équivaut à 50 canettes. C'est également plus sain puisqu'il n'y a pas de sucre ni de taurine et que tous les arômes et colorants utilisés sont naturels. Mais en plus, il y a un petit côté un peu healthy avec l'utilisation d'antioxydants et de différentes vitamines, notamment dans leur iced tea. Alors, il existe 3 gammes de boissons différentes, les iced tea, les hydratants et les énergisants. Personnellement, c'est ces derniers que je consomme le plus. Ça vous permet d'avoir un boost de focus et d'énergie plus long terme sans l'effet crash derrière de la caféine. Et ça, grâce à l'utilisation de caféine cristallisée, appelée aussi New Caf. Et surtout, l'essentiel, c'est que c'est bon, hein. Un petit big up à la saveur Raspberry Raptor, ça tabasse. Bon, si vous aussi vous voulez tester, je vous conseille de commencer avec des sachets, ça vous permet de découvrir les différentes saveurs, sachant qu'en plus, avec mon code Aniki5, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande. Ça vous fait un pack avec un shaker à seulement 19,99 €, donc c'est vraiment idéal pour vous garantir une hydratation saine. Bref, tous les liens sont dans la description, merci à Oli, et sur ce, on attaque le vif du sujet. Notre aventure débute dans les années 60. À cette époque, la télévision japonaise commence à importer des séries occidentales comme Ma sorcière bien-aimée, une sitcom racontant la vie d'une sorcière mariée à un homme ordinaire. Mais également Mary Poppins, un film où une nounou magique transforme le quotidien d'une famille avec des aventures extraordinaires. Tout ça va inspirer Mitsuharu Yokoyama qui va donner naissance à Sally la petite sorcière. Dans cet animé, Sally, une princesse d'un royaume magique, utilise ses pouvoirs pour aider ses amis tout en cachant sa véritable identité. Chaque épisode raconte une petite histoire liée à l'amitié ou à la famille avec un ton léger et chaleureux qui deviendra la norme pour ce type d'histoire. Bon certes, Sally reste une sorcière classique telle qu'on la représente dans l'imaginaire collectif, mais le fait est que le genre Magical Girl était né. D'ailleurs, je me dois de faire un petit aparté sur Mitsuharu Yokoyama puisqu'il n'en est pas à son premier coup d'essai. Sally la petite sorcière sort en 1966, mais 10 ans plus tôt, Yokoyama avait publié un manga du nom de Tetsuji Niju Hachigo mettant en scène un robot géant contrôlé à distance par un jeune garçon. Ce dernier est considéré aujourd'hui comme le tout premier mecha de l'histoire. Alors, je sais pas si vous comprenez exactement ce que ça veut dire, mais en gros, Mitsuharu Yokoyama est littéralement le père spirituel de toutes les œuvres de Magical Girl, mais aussi de mecha. Rien que ça. C'est-à-dire que c'est en partie grâce à lui si aujourd'hui on a des œuvres comme Evangelion ou encore Miraculous. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette info, juste elle me fait beaucoup rire. Pour en revenir au Magical Girl, c'est en 1969 que le genre va franchir un cap avec Himitsu no Ako-chan. Contrairement à Sally, Ako est une fille ordinaire qui reçoit un miroir magique d'une fée lui permettant de se transformer. Elle aussi doit garder ce pouvoir secret tout en s'en servant pour aider son entourage. Alors ce concept d'une héroïne humaine utilisant un objet magique pour se transformer va devenir un pilier du genre Magical Girl et inspirer un paquet de futures œuvres. Mais à ce moment-là, on est encore loin des animés qu'on connaît aujourd'hui. C'est pourquoi les années 70 vont être importantes. 3 œuvres majeures vont enrichir le genre en explorant des thématiques plus variées et parfois plus sombres. En 1972, on a Chappie la magicienne. Inspirée de Sally, la série introduit des éléments humoristiques et des mascottes mignonnes, des codes qui deviendront récurrents dans les Magical Girl. En 1974 sort Majoko Megu-chan. C'est le premier animé de Magical Girl à aborder des thèmes plus matures et complexes, comme le sacrifice et la rivalité. Dans ce dernier, on y suit les aventures de Megu, envoyée sur Terre pour prouver qu'elle mérite de devenir reine du royaume magique, ce qui la confronte à des dilemmes moraux et des ennemis redoutables. Et enfin, en 1973, Cutie Oni. Alors, ce dernier est plus un animé d'action qui incorpore quelques éléments de Magical Girl avec notamment une héroïne capable de différentes transformations. Cependant, c'est avant tout la première série à introduire une transformation entièrement nue, ce qui va marquer le début du fanservice dans le genre. Et c'est le moment parfait pour refaire un petit aparté puisque l'auteur de Cutie
Multi Oni, c'est nul autre que Go Nagai. Autrement dit, le créateur de Mazinger Z et de Goldorak, deux œuvres qui ont révolutionné le genre mecha. Comme quoi, il y a toujours eu une sorte de lien entre ces deux types d'histoires qui est assez amusant. Au passage, c'est aussi lui qui a écrit Devilman, mais bon, on va pas faire tout le CV du type, sinon on n'a pas fini. Donc pour en revenir aux 3 œuvres précédemment citées, elles vont permettre au genre de s'ouvrir à un public plus large, notamment masculin. Avec la décennie qui suit, les années 80, le Magical Girl va encore évoluer avec l'introduction des Magical Idols. Des héroïnes utilisent leur pouvoir pour se transformer en version idéalisée d'elles-mêmes. Cette fois-ci, on note 2 œuvres importantes. La première, Creamy, sortie en 83. Alors c'est vraiment un animé emblématique de cette époque dans lequel on suit les aventures d'une jeune fille utilisant la magie pour devenir une chanteuse célèbre. Cette dualité entre la vie ordinaire et la vie publique est une métaphore du passage à l'âge adulte, ce qui est un thème récurrent dans les Magical Girls de cette époque. Le deuxième, c'est Magical Gigi, sorti en 82, que vous connaissez peut-être grâce aux joueurs du grenier. Sous le citone, il y a une petite fille. Il en reste que du hachis, c'est toi Gigi. En réalité, c'est l'histoire d'une princesse magique qui devient adulte grâce à ses pouvoirs, ce qui reflète le rêve des enfants de grandir rapidement pour échapper aux contraintes de l'enfance. Ainsi, ces séries-là, qui s'adressent principalement aux jeunes filles, intègrent des éléments de romance et de quête identitaire, tout en capitalisant un max sur la popularité des idoles au Japon. Mais pour en revenir à Gigi, l'histoire va beaucoup plus loin. En fait, dans les années 80, le plus gros changement dans le genre des Magical Girls, c'est que les animés étaient pour la plupart réalisés en collaboration avec des sociétés de jouets. Que ce soit Gigi, Creamy ou d'autres comme Magical Emi ou Persia, ces séries collaboraient étroitement avec des entreprises comme Poppy ou Bandai, qui se chargeaient de concevoir les jouets et produits dérivés essentiels à leur succès. Et en vrai, c'est assez logique. Comme je l'ai évoqué, les animés étaient destinés aux jeunes filles, un public idéal pour leur vendre toutes sortes de jouets et d'accessoires inspirés de leur héroïne préférée. Que ce soit les bâtons, les pendentifs, les miroirs ou même les peluches des mascottes des Magical Girls, tout ça représente un sacré marché financier. Et c'est d'ailleurs un élément qui aura son importance lorsqu'on parlera de Madoka Magica plus tard dans la vidéo. Parce que bon, à la base, c'est quand même le sujet principal. Mais dans le cas de Gigi, ça a un peu mal tourné. La série était certes très populaire au Japon, mais les ventes de jouets n'ont pas atteint les attentes, ce qui a fait que les sponsors ont réduit leur soutien financier. Et forcément, tout ça a influencé la direction de la série. C'est pourquoi Takeshi Sudo, le créateur de l'animé, a décidé de se venger. Premièrement, il a détruit le pendentif magique de Gigi, mettant fin à sa carrière de Magical Girl. Ensuite, il a tout simplement décidé de tuer son héroïne en la faisant se faire écraser par un camion. Bien évidemment, la scène a choqué une génération entière d'enfants, d'autant plus que, à l'époque, c'était extrêmement rare de voir une Magical Girl mourir. D'ailleurs, fait amusant, c'est pas la seule fois où il fera ça, puisque c'est aussi lui qui a écrit le premier film Pokémon, dans lequel on voit Sacha mourir pendant quelques instants à la fin. Décidément, j'ai jamais vu un mec autant détester les gosses, c'est exceptionnel. Mais bon, là on s'est un peu éloigné du sujet, donc revenons-en à l'évolution du genre Magical Girl avant l'arrivée de Madoka Magica, puisqu'il est l'heure d'introduire Naoko Takeuchi. À ce moment-là, on est en 91, Naoko est encore étudiante à l'université, et en voyant toutes ces séries avec des Magical Girls, elle se dit que, bon, c'est sympa, mais il manque quand même un petit truc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 80, juste avant, il y a un genre qui va exploser dans les séries live, c'est celui des Sentai. En gros, c'est les Power Rangers. C'est-à-dire des œuvres qui mettent en avant une équipe de héros costumés, souvent colorés, qui unissent leurs forces pour combattre des ennemis puissants à l'aide de combats chorégraphiés. Alors, dans le cas de Power Rangers, c'est arrivé en 93 directement des États-Unis, mais c'est à la base une adaptation d'une série japonaise, Zyurangers, sortie en 92. Sauf que, bien avant ça, au Japon, il y avait déjà des Sentai qui faisaient un carton, comme Flashman en 86 ou Bioman en 84. Du coup, Naoko, elle va pas se prendre la tête, elle va mélanger Magical Girls et Sentai, et boum, Sailor Moon. 46 millions de tomes écoulés à travers le monde, soit plus que Death Note, Yu-Gi-Oh! Ou encore Shaman King. Et la liste est très longue. Sailor Moon a donné ses lettres de noblesse aux Magical Girls et a transformé le genre. Fini l'héroïne solitaire, désormais les Magical Girls agissent en équipe, chacune avec une couleur, une personnalité et des pouvoirs spécifiques. Ensemble, elles unissent leurs forces pour vaincre des ennemis surpuissants. De plus, là où les animés des décennies
décennie précédente s'adressait principalement aux jeunes filles, Sailor Moon, là encore, change la donne. Avec ses combats chorégraphiés, ses éléments de science-fiction et une pointe subtile de fanservice, la série attire également un large public masculin. À tout ça, il faut rajouter un équilibre entre romance et action, l'exploration de thèmes plus profonds et même l'apparition de personnages plus diversifiés, comme Sailor Uranus et Sailor Neptune formant un couple lesbien. Ce qui est, mine de rien, une représentation ultra rare dans les années 90, et qui par ailleurs a été atténuée dans l'animé et même censurée dans la version nord-américaine, puisqu'elles sont présentées comme des cousines. Ainsi, Sailor Moon devient un phénomène mondial, diffusé dans plus de 40 pays et faisant partie de cette vague d'œuvres qui ont permis de populariser les animés en dehors du Japon. C'est également un succès commercial gigantesque grâce à la collaboration avec Bandai qui a amené une campagne de merchandising massive amenant à la création de plus de 5000 articles dérivés de la série. Tout ça fait du manga et de ses personnages des icônes de la pop culture. À la fin des années 90, le genre Magical Girl est donc au sommet. La mise en lumière de Sailor Moon va donner naissance à de nombreuses œuvres phares comme Cardcaptor Sakura. Mais c'est surtout dans les années 2000 qu'on va avoir le droit à une explosion de séries diverses et variées, comme Tokyo Mew Mew, Magical Doremi, Shugo Chara ou encore Pretty Cure. Chacun de ces animés va tenter d'apporter un peu de renouveau. Par exemple, Tokyo Mew Mew aborde des thématiques écologiques avec des héroïnes ayant des pouvoirs liés aux animaux en danger. Doremi va s'adresser aux très jeunes enfants avec une exploration des amitiés plutôt que du combat, et Pretty Cure va se démarquer par des innovations sur le plan de l'action. Cependant, malgré tout ça, les codes restent similaires à ceux de Sailor Moon. Alors ça va pas empêcher à ces séries d'être très populaires, mais à ce moment-là, le genre Magical Girl peine à évoluer. Les histoires restent centrées sur des héroïnes idéalisées, vivant des aventures fantastiques, avec peu de risques ou de conséquences. Ainsi, le public adulte qui avait grandi avec Sailor Moon se détourne peu à peu du genre, qui est perçu comme destiné principalement aux enfants. Mais avec la nouvelle décennie, celle de 2010, les Magical Girls vont connaître une révolution, avec l'arrivée en 2011 de Puella Magi Madoka Magica. Alors cette première partie était très longue, mais c'était nécessaire de faire un état des lieux avant de commencer. Donc Madoka Magica, de quoi ça parle? Madoka Kaname, une collégienne ordinaire, croise la route de Kyubei, une créature étrange ressemblant à un chat qui lui propose un pacte magique. Réaliser n'importe quel vœu en échange de devenir une Magical Girl. Alors ça semble idéal à présenter comme ça, mais ça l'est pas vraiment. Parce qu'en échange, Madoka devra affronter des sorcières, des créatures malfaisantes, responsables de désespoir et de destruction. Et surtout, vous allez voir que ce pacte, il est loin d'être aussi simple qu'il n'y paraît. Bon, soyons honnêtes, que ce soit visuellement ou narrativement, jusque-là ça ressemble à un animé basique de Magical Girl. Et à vrai dire, c'est voulu. Dès le début, Madoka Magica mise tout sur une apparence rassurante. Les héroïnes ont des designs super mignons, avec des grands yeux, des costumes colorés et des visages tout ronds. Alors, rien d'étonnant là-dedans, puisque c'est Yume Aoki, connu pour ses œuvres légères comme Hidamari Sketch, qui s'est occupé du Kara Design. Et si on jette un coup d'œil aux affiches promotionnelles ou à l'opening, c'est pareil. Tout y évoque une série légère, des héroïnes souriantes, une musique pleine d'espoir et une ambiance qui crie presque « tout va bien se passer ». En bref, le cheval de Troie parfait pour attirer les fans de Magical Girl sans éveiller le moindre soupçon. Le responsable derrière tout ça, c'est Gen Urobuchi, surnommé Urobutcher. Il est connu notamment pour Psycho Pass et Fate Zero, et lui, ce qu'il adore, c'est écrire des récits sombres et torturés. Du coup, quand on lui confie un projet de Magical Girl, son seul objectif, ça va être de retourner complètement le genre. Et ça commence dès l'épisode 3. Avant ça, Madoka fait la rencontre de Mami Tomoe, une Magical Girl expérimentée. Cette dernière incarne tout d'une héroïne idéalisée de ce genre. Elle est puissante, élégante et avant tout bienveillante. Mais à peine a-t-on le temps de s'attacher à elle qu'au cours de ce fameux épisode 3, elle se fait arracher la tête par une sorcière. Bon, là c'est le moment où les soldats grecs sortent du cheval de Troie et commencent à attaquer la ville. Alors, t'es choqué, tu comprends pas trop ce qui se passe, mais t'es sûr d'une chose, ça va très mal finir. Pourtant, il y avait déjà un détail qui sonnait faux dans ce décor, celui des sorcières. En fait, contrairement aux ennemis habituels des Magical Girls, elles évoluent dans des labyrinthes surréalistes avec une esthétique dérangeante, que ce soit via des graphismes chaotiques ou des collages psychédéliques. Alors, le résultat est génial et le contraste avec l'univers mignon des héroïnes est saisissant. Mais surtout, c'est en voyant ça qu'on comprend que dans Madoka Magica, le monde des Magical Girls n'est pas un rêve enchanté, mais plutôt un véritable cauchemar. Pour en revenir à la mort de Mamie, ce moment symbolise la première fissure dans le rêve vendu par Kyubei. Et l'animé va pas s'arrêter là et va continuer de nous prendre à contre-pied, puisque suite à ça, on s'attend naturellement à ce que Madoka, fidèle au rôle héroïque classique, accepte enfin le pacte avec Kyubei pour ramener son ami à la vie. Après tout, c'est un code basique, la protagoniste courageuse qui fait un vœu noble pour sauver tout le monde. Cependant, il y a un élément à pas oublier. Madoka n'a que 14 ans et elle vient de vivre un réel traumatisme. Ainsi, pour la première fois, elle exprime clairement qu'elle ne veut pas devenir une Magical Girl. Et au lieu de chercher à
surmonter la situation, elle se renferme totalement sur elle-même. Bon, c'est un choix narratif très intéressant qui nous permet de comprendre que Madoka est avant tout humaine, avec ses doutes, ses angoisses, et qui surtout refuse de plonger tête baissée dans une situation qui lui fait peur. Mais il y a un hic, puisque ce refus n'efface pas la situation actuelle. La menace des sorcières persiste et Kyubei, plus que jamais, a besoin d'une nouvelle Magical Girl pour remplacer Mami. C'est donc le moment parfait pour parler de Sayaka Miki. Cette dernière est la meilleure amie de Madoka et elle aussi croise la route de Kyubei qui lui propose de devenir une Magical Girl. Comme Madoka, elle refuse après avoir assisté à la mort brutale de Mami. Mais voyant le garçon dont elle est amoureuse, nommé Kyosuke, plongé dans le désespoir suite à un accident qui l'a laissé handicapée, elle décide d'accepter le pacte, se disant que grâce à ça, elle pourra également protéger sa ville. Dès lors, Madoka Magica va prendre un nouveau tournant, plus sombre, dans l'objectif de complexifier notre vision de l'altruisme et des souhaits exaucés. Dans l'imaginaire collectif, on associe souvent les vœux magiques à des messages positifs. Prenons Aladdin de chez Disney. Bon, je vous spoil la fin, le film est sorti il y a 30 ans, tout le monde le connaît. Poussé par l'orgueil, Jafar fait le vœu de devenir un génie tout-puissant. Mais sans s'en rendre compte, il tombe dans un piège. Certes, il obtient le pouvoir qu'il voulait, mais se retrouve emprisonné à jamais dans une lampe magique. La morale derrière tout ça nous montre que l'orgueil mène souvent à la chute, alors qu'un vœu sincère et désintéressé apporte des résultats heureux. Ainsi, dans le cas de Sayaka qui souhaite seulement aider le garçon dont elle est amoureuse, elle se dit que ce choix est justement désintéressé et qu'elle pourra quand même y trouver une sorte d'épanouissement personnel. Mais très vite, ce vœu révèle une facette plus égoïste. Bien qu'elle prétende vouloir seulement le bonheur de son ami, une part d'elle espérait inconsciemment que son geste lui permettrait de se rapprocher de lui. Et cette simple tension entre altruisme apparent et attente cachée va préparer le terrain pour une désillusion tragique. Bon, pour la suite, je vais devoir spoiler 2-3 trucs, donc au cas où, je vous mets un timecode, comme ça, si vous le voulez, vous pouvez passer directement à la fin de cette partie. Ce qui se passe, c'est qu'en devenant une Magical Girl, Sayaka découvre une vérité glaçante. Son âme a été littéralement extraite de son corps pour être stockée dans une Soul Gem. Alors, les Soul Gems, c'est des petites pierres qui sont propres à chaque Magical Girl, dont elles se servent pour se battre. La révélation est brutale, puisqu'elle comprend qu'elle vient de perdre son humanité. Ainsi, elle qui espérait secrètement se rapprocher de Kyosuke comprend qu'elle ne pourra jamais le faire. Et en plus, elle réalise que Kyubei l'avait manipulée depuis le début afin qu'elle serve ses propres intérêts. Tout ça va la plonger dans une spirale infernale de désespoir. Malgré tout, elle reste attachée à son idéalisme moral, ce qui va accélérer la corruption de son âme et la transformer en sorcière. Parce que oui, autre retournement de situation, on découvre que toutes les sorcières sont d'anciennes Magical Girls qui ont sombré dans le désespoir. Sayaka devient donc Octavia, une sorcière représentée comme une sirène en armure, une référence directe à la petite sirène du conte original. Comme elle, Sayaka a sacrifié sa propre vie pour quelqu'un qu'elle aimait, mais son sacrifice n'a conduit qu'à une tragédie. Son histoire nous montre donc que l'altruisme n'est pas une vertu infaillible. Et surtout, on comprend que les sorcières ne sont que des victimes du système mis en place par Kyubei. Et donc, les labyrinthes dans lesquels elles évoluent, aussi dérangeants soient-ils visuellement parlant, ne sont que la représentation de leur souffrance. D'ailleurs, dans le cas de Kyubei, son développement est parfaitement dans l'ambiance de la série. D'abord présenté comme un guide bienveillant, son apparence de mascotte inoffensive cache en réalité une rationalité froide et calculatrice. Représentant d'une race extraterrestre nommée les incubateurs, il manipule les jeunes filles pour collecter l'énergie générée par leurs émotions. Ainsi, au lieu d'aider les héroïnes, il les condamne à un cycle inévitable, sombrer dans le désespoir et se transformer en sorcière. Surtout que lui, il agit pas par méchanceté, il considère simplement ce système comme un échange logique où le sacrifice de quelques personnes sert à un bien supérieur. Du coup, son absence totale de moralité le rend clairement terrifiant, posant la question des limites de l'efficacité face à l'humanité. Bref, à présent, j'imagine que vous comprenez mieux le schéma narratif de Madoka Magica. L'anime utilise un code classique du genre, on pose les bases, puis retourne à table. Alors, je vais pas rentrer plus en détail dans le déroulé de l'histoire, c'est pas vraiment le but de la vidéo, mais sachez qu'il y a encore énormément d'éléments que j'ai pas traités, comme notamment le développement d'Omura, un personnage qui apparaît dès l'épisode 1 et qui joue un rôle central dans l'histoire. L'objectif, c'était surtout de vous montrer comment Madoka Magica retourne les codes des Magical Girls. Cependant, c'est bien gentil tout ça, mais avant de parler de révolution, faut être sûr que l'anime marque les esprits. Si on jette un coup d'œil à MyAnimeList, plus de 775 000 spectateurs lui ont attribué une note moyenne de 8,37 sur 10, surpassant même Usagi Drop, dont on avait parlé dans la dernière vidéo. Côté vente, les 5 Blu-ray de la série se sont écoulés chacun à environ 50 000 exemplaires, ce qui est assez colossal pour un tel animé. Tout ça sans parler du dernier épisode qui, lors de sa diffusion en ligne, a attiré plus d'1 million de spectateurs. Et attendez, parce que c'est pas fini. En 2 ans, Madoka Magica a généré plus de 40 milliards de yens, soit environ 400 millions de dollars à l'époque, via les produits dérivés. Et oui, là aussi, c'était en grande partie grâce à Bandai. Enfin, il faut rajouter le film faisant office de suite, sorti en 2013, qui a également rencontré un beau succès, 1,3 million de tickets vendus et un box-office dépassant 2 milliards de yens. Alors, certes, on est très loin des 28 millions de tickets vendus du Train de
fini, mais à titre de comparaison, A Silent Voice a réalisé des chiffres similaires à ceux de Madoka Magica. Bref, aucun doute, l'animé est un succès critique et commercial. Et donc, tout ça va inspirer une nouvelle génération d'œuvres et va surtout donner naissance à un nouveau sous-genre, le Dark Magical Girl. L'idée est la même, prendre les codes classiques du genre et y ajouter des éléments plus sombres, plus matures et souvent tragiques. On note des œuvres comme Yuki Yuna is a Hero ou encore Magical Girl Raising Project. Dans le premier, les héroïnes se battent pour protéger le monde, mais le payent physiquement et psychologiquement. Et dans le deuxième, on franchit un cap dans l'horreur puisque cette fois-ci, les personnages s'affrontent directement dans un survival game brutal. Alors, c'est pas forcément mauvais, mais ça marque pas vraiment les esprits. Parce que le souci, c'est que la grande force de Madoka Magica, c'est justement de chambouler nos attentes. Sauf que cette fois-ci, on sait à quoi s'attendre. Et donc, pour pallier ça, les auteurs ont décidé de s'enfoncer encore plus dans l'extrême et dans le gore, donnant naissance à des œuvres comme Magical Girl Sight. Alors, j'avais déjà parlé du manga il y a quelques temps de ça, et clairement, c'est pas très bien. Du coup, on en arrive à une situation assez étrange. Madoka Magica a révolutionné les codes des Magical Girls, mais a aussi laissé un énorme vide derrière lui. Aujourd'hui, faire un manga avec une Magical Girl qui vit des trucs horribles, c'est devenu légèrement cliché. Et à l'inverse, on a des animés qui se démarquent en reprenant les codes de base du genre avec une touche de modernité. C'est le cas par exemple de Little Witch Academia. Ainsi, l'industrie des Magical Girls est en perpétuelle évolution. Mais Madoka Magica s'est imposée comme une œuvre réellement unique. En brisant les codes pour y apporter une noirceur inattendue, la série a marqué à jamais les esprits. Si bien qu'aujourd'hui encore, plus d'une décennie après, aucun animé n'a réussi à changer la donne à ce point. Bref, une chose est sûre, c'est un pilier du genre et un classique de l'animation japonaise. En tout cas, voilà pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de vous abonner, et pourquoi pas me dire en commentaire quel est votre animé de Magical Girl préféré. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Aniki, ciao.